Parti de Cherbourg et ayant pris à son bord les passagers d'autres chalutiers en perdition au large des côtes normandes, le chalutier Le Tonneau arrive dans la nuit du 18 au 19 juin 1940 à minuit dans le port de Southampton. À son bord, le quartier-maître secrétaire-interprète Philippe Kieffer. Après Haïti, après Jersey, c'est donc à nouveau sur une île qu'il se retrouve en exil et que son existence va prendre un nouveau tournant. On ignore comment se déroulent les premières semaines de Philippe Kieffer en Grande-Bretagne, entre son arrivée à Southampton le 19 juin et son engagement à Londres le 1er juillet. On peut toutefois émettre quelques hypothèses. Si l'on en croit le rapport commandé par la marine sur le repli de ses forces, le personnel des ports de la Manche évacués sur Southampton y est d'abord logé dans les hôtels et écoles de la ville, avant que les Britanniques ne le rassemblent entre le 22 et le 26 juin, pour le conduire au camp de Aintree, une localité du Lancashire située au nord de Liverpool. C'est sur un champ de course qu'a été improvisé un camp de toile rudimentaire où sont rassemblés plusieurs milliers de marins français. Ces 5 ou 6 000 marins vivent ici dans des tentes de 10 places et dorment sur des paillasses. Au total, plus de 19 000 militaires français sont ainsi rassemblés dans plusieurs camps improvisés comme Haydock Park ou Trentham Park. L'ambiance y est affreusement pesante. L'annonce de l'armistice a laissé bon nombre de ces hommes assommés. Très peu pensent à continuer la lutte, et beaucoup même se réjouissent de pouvoir rentrer chez eux pour enfin retrouver leurs proches. Philippe Kieffer ne connaît pas les mêmes difficultés. Son profil est tout à fait différent. Il n'est pas le Français de base qui débarque en Angleterre, dans un pays dont il ignore à peu près tout et dont il ne parle pas la langue. Philippe Kieffer est quelqu'un qui a toujours vécu dans un milieu anglo-saxon, qui parle anglais couramment, qui a des contacts, de la famille et des amis. Il n'est donc pas le premier venu, c'est donc quasiment chez lui que l'aventure de la France libre va commencer. Très rapidement, il y retrouve sa petite amie, Millie Winter, rencontrée quelques mois plus tôt à Paris et dont il renseigne l'adresse comme étant la sienne dès son arrivée sur le sol britannique. À cela s'ajoute la présence à ses côtés de sa sœur Marie-Thérèse qui est installée en Angleterre. Épouse d'un officier britannique qu'elle avait rencontré lors d'un voyage d'études à la Jamaïque, celle-ci vit alors à Oxford depuis de nombreuses années. Son mari, Leslie Alfred Smith, qui sert au Navy Army Air Force Institute Group d'Oxford, fait d'ailleurs office de référent à Philippe Kieffer sur les premiers documents qu'il remplit à son arrivée en Angleterre. Pour les autres soldats et marins français, la situation est beaucoup plus complexe. C'est dans un climat de renoncement que le général de Gaulle tente de rassembler les Français qui refusent l'armistice et souhaitent poursuivre la guerre aux côtés du Royaume-Uni. Les autorités restées fidèles au gouvernement Pétain désormais installé à Vichy et qui sont encore en mission auprès de Londres sont bien décidées à ne pas lui faciliter la tâche. Les marins subissent une intense pression de leur hiérarchie. Tous les amiraux appellent à la discipline et rejettent toute portée à la résistance. De leur côté, les Britanniques n'ont qu'une hâte, se débarrasser de cette masse d'hommes inutiles à l'heure où il faut se concentrer sur la défense de l'île contre l'invasion qui semble se préparer. Ils conduiront ainsi bon nombre de marins vers le Maroc dès le début du mois de juillet. L'option de la France libre n'est à aucun moment proposée à ces marins errants qui en ignorent encore l'existence. Les quelques gradés dont De Gaulle dispose en sont donc réduits à faire du porte-à-porte afin de recruter les premiers volontaires. Le 30 juin, le général De Gaulle lui-même vient faire du recrutement au camp de Aintree. Peut-être est-ce là que Philippe Kieffer décide de se joindre à son mouvement, car le lendemain, il signe son engagement dans les forces navales françaises libres le jour même de leur création. En ces temps troublés, un seul officier général de la marine a cherché à reprendre le combat, le vice-amiral Émile Muselier. Après avoir fui la France par Gibraltar, il avait contacté l'amirauté britannique en apprenant qu'une importante force navale se trouvait en Grande-Bretagne, dans le but de la reconduire le plus vite possible au combat. En effet, la marine française, l'une des plus puissantes au monde, est sortie quasiment indemne de l'affrontement avec l'Allemagne, auquel elle n'a pris part que lors de la campagne de Norvège et de l'évacuation de Dunkerque. Pour beaucoup, ces navires se trouvent alors dans les ports de l'Empire colonial ou réfugiés dans ceux de la couronne britannique, afin de ne pas tomber entre les mains des Allemands ou des Italiens. Après un long voyage durant lequel lui viendra l'idée d'une croix de Lorraine comme symbole pour cette croisade contre le nazisme, Muselier arrive à Londres où les autorités britanniques lui présentent le général de Gaulle, qu'il rencontre le 30 juin. Ce dernier lui propose de prendre le commandement des forces navales et aériennes à ses côtés. Muselier accepte et s'installe à St. Stephen House, dans des conditions matérielles médiocres. Sans mobilier, il dicte son premier ordre assis sur une caisse d'emballage. Le 1er juillet 1940,
les forces navales françaises libres sont nées. Dès le lendemain, pourtant, les Britanniques qui craignent que la puissante marine française ne tombe aux mains des Allemands décident de lancer l'opération Catapulte, c'est-à-dire la saisie des bâtiments français présents en Grande-Bretagne. À Mersel-Kébir, les choses sont beaucoup plus tragiques. La marine, restée fidèle à Vichy, a refusé de suivre l'escadre britannique dans les ports anglais ou vers les Antilles ou les États-Unis. Le canonnage de la flotte française entraîne la mort de 1295 marins français. Au final, fin juillet 1940, seuls 2481 marins auront choisi les FNFL. Les premiers volontaires pour la France libre sont dirigés en train sur Londres et rassemblés à l'Olympia Hall, vaste hall d'exposition situé à 2 pas de la station de métro Kensington, qui va devenir une sorte de caserne interarmes et un centre de tri des premiers engagés de la France libre. Tous les ralliés y séjournent après quelques formalités, une visite médicale et la présentation de leurs pièces d'identité. C'est là que Philippe Kieffer s'engage dans les FNFL. Il est le 113e volontaire. S'y ajoutent les initiales des forces navales et son année de ralliement pour donner son matricule 113 FN 40. Les conséquences d'un tel engagement sont lourdes. En plus d'être considérés comme francs-tireurs par les Allemands et les Italiens, le régime de Vichy les déchoit de la nationalité française, saisit leurs biens et, les déclarant coupables de trahison, les condamne à la peine de mort par contumace. Plusieurs familles de Français libres sont même emprisonnées. Pour les protéger des représailles, beaucoup de volontaires décident donc de prendre un pseudonyme. Pour Philippe Kieffer, il semble que ce soit De Furcy, sans doute en référence à un village haïtien, mais il ne semble pas en avoir réellement fait usage. Comme beaucoup de Français libres, son engagement ne fut pas isolé mais familial. Ainsi, son fils Claude, dont je vous reparlerai, deviendra sergent des forces françaises de l'intérieur. L'engagement de son frère Marcel dans la France libre est moins connu. Le 23 juin 1940, Ferdinand Faton avait fondé à Port-au-Prince le groupement des Français libres d'Haïti. Marcel y trouva un bon moyen de se rendre utile en devenant le trésorier. Bien que non combattants, les comités apportèrent un précieux concours à la France libre, en l'aidant à gagner une légitimité diplomatique concurrente à celle de Vichy. Le 25 juillet 1940, le général de Gaulle nomme le quartier-maître secrétaire Philippe Kieffer à titre temporaire au grade d'officier interprète et du chiffre aurique de 3e classe. Il accède ainsi à son grade d'officier interprète comme il en avait fait la demande en juin dans la logique de l'instruction de 1926. Kieffer ne reste pas longtemps inactif, la France libre employant ses services à des tâches où son plurilinguisme est utile. Ainsi, il est nommé officier de liaison avec les autorités anglaises de l'Olympia du 1er juillet, jour de son engagement, au 19 août. Ce 19 août 1940, Philippe Kieffer et Millie Winter se marient à Hendon, dans le Middlesex, entourés de Marie-Thérèse, sœur de Philippe, et de son mari. Le couple se plaira toujours à raconter qu'il s'agissait du premier mariage d'un Français libre célébré en Angleterre. 3 jours plus tôt, le 16 août 1940, Philippe Kieffer a été affecté à bord du Courbet en qualité d'officier interprète du chiffre. Il s'y rend pour la première fois le mardi 20 août, lendemain de son mariage. Arrivé à Portsmouth le 21 juin 1940, le Courbet avait d'abord été réquisitionné par les Britanniques lors de l'opération Catapulte le 3 juillet, puis remis au FNFL une semaine plus tard et réarmé le 12 juillet. Malheureusement, la majorité des marins avaient préféré le rapatriement en France. Dès lors, le Courbet, stationné à Portsmouth, allait faire figure de berceau des FNFL. Cette première affectation permet à Philippe Kieffer de participer activement à la bataille d'Angleterre, puisque le Courbet sert à la défense anti-aérienne de Portsmouth. Son équipage abattra ainsi 5 avions allemands durant cette période. Ces instants seront d'une haute importance aux yeux de Kieffer, car symbolique de la reprise du combat des Français libres. C'est également durant ces nuits de veille qu'il racontera avoir commencé à réfléchir aux moyens de reprendre le combat. Ce soir-là encore, sur la plage arrière du Courbet, ceinturé à la 13 2 mm jumelée, je songeais, entre 2 attaques ennemies à la bombe, aux possibilités de reprendre la lutte d'une façon plus directe et continue. Pour le moment, aucun front réel n'existait. Partir pour l'Afrique, on ne s'y battait pas encore. Demander une de ces missions secrètes qui commençaient à s'infiltrer en France, il existait tellement de candidats, et ma préférence allait vers le combat. Pour le moment, Kieffer a d'autres occupations, puisque le commandant du Courbet l'a mis le 22 août sous les ordres de son second pour être chargé de toutes les relations avec les services anglais de Portsmouth. Cette fonction est extrêmement importante, puisque Portsmouth est la plaque tournante des FNFL, et le Courbet en est le centre névralgique. Philippe Kieffer se trouve donc aux premières loges pour traiter des relations franco-britanniques. Les FNFL, dans leur difficile balbutiement, ne peuvent se passer de lui en l'envoyant en unité combattante, car son importante formation civile et sa maîtrise de la langue anglaise sont d'un atout de premier ordre pour cet embryon d'état-major.
Philip Kiefer, en plus de ses fonctions de liaison entre les autorités britanniques et les FNFL, est nommé le 5 octobre 1940 professeur de langue anglaise à l'école navale. Les forces navales françaises libres, qui manquent cruellement de cadres, ont en effet décidé dès leur formation de mettre sur pied une école navale installée à Portsmouth à bord du président Théodore Tissier, un navire hydrographe et de surveillance des pêches, et ses annexes les Goélettes, l'Étoile et la Belle Poule. Le premier cours débute en octobre 1940 et s'achève en avril 1941. Philip Kiefer a reçu pour mission d'enseigner l'anglais lors de 2 cours par semaine. Le capitaine de corvette Jean Guéral, dont Kiefer est l'adjoint, est, en tant que commandant du cours B, également à la tête du commandement supérieur de Portsmouth, la première base stratégique française libre. Guéral a sous son commandement tous les navires français de Portsmouth, mais il est en réalité dépendant des Britanniques, et c'est à Kiefer qu'il revient donc de faire la liaison entre les deux autorités militaires. Dès son arrivée, il apporte entière satisfaction, aussi bien à ses supérieurs français qu'à ses interlocuteurs britanniques, et ses notations sont excellentes. Et pourtant, cet homme n'est lui-même pas satisfait. Son poste de bureau ne lui convient pas. Il n'a qu'une hâte, combattre. Il va s'y employer activement dans les mois qui vont suivre. C'est de cette volonté que, quelques mois plus tard, vont naître les commandos marines français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous rappelle que les liens vers mes livres sont disponibles dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien et à bientôt.